Bonjour à vous qui nous rejoignez, soyez les bienvenus à cette autre édition de votre programme Afrique Santé. Nous sommes heureux de vous avoir de plus en plus nombreux à nous suivre sur votre chaîne. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons nous intéresser à une maladie, sur ses causes, ses conséquences, mais également aux différents moyens de guérison qui existent avec, bien sûr, la médecine traditionnelle africaine qui s'avère de plus en plus efficace et aussi à la page en ce qui concerne de nombreuses maladies. Et les échanges se feront encore avec le docteur Pierre Moumessi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour aux techniciens. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau pour parler de santé. Oui, vous savez bien que notre leitmotiv à nos jours aujourd'hui, c'est de permettre aux hommes du monde de comprendre un peu comment fonctionne leur corps. Parce que tant qu'on ne les informe pas sur l'essentiel de la santé, ils peuvent parfois avoir des mots et ne pas comprendre ce qui leur arrive. Donc, c'est très important que cette connaissance soit partagée afin que tout le monde en bénéficie. Et parlant effectivement des maladies méconnues, de toutes ces maladies silencieuses, vous abordez de plus en plus des thèmes qui ne sont pas souvent récurrents en Afrique. Oui, bien sûr, mais seulement il faut reconnaître que cela, ce n'est pas récurrent, mais cela est sur le terrain et ça beaucoup, existe. ça existe. Et puis les gens aussi parfois ignorent. Oui. On regarde, on ne sait pas ce que c'est. Bon, ça ne fait pas un effet dans la pensée, parfois même des parents qui ont des enfants qui sont dans une situation difficile et qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Donc, notre but, c'est de permettre à tous de comprendre que s'il y a tel signe quelque part, ça peut être telle chose et comment remédier. En tout cas, une chose est sûre, cela permet également de voir à quel point la médecine traditionnelle est efficace, elle qui a souvent été limitée à un certain nombre de maladies. Oui, il faut comprendre que la médecine traditionnelle, s'il faut utiliser ce terme, c'est une médecine de grande science. Et cette médecine, comme on a toujours l'habitude de l'orienter vers les ancêtres, est une médecine qui a fait beaucoup de bonheur à son époque. Et les gens n'ont pas compris qu'il fallait continuer à préserver cela malgré les difficultés qu'ils traversaient. Parce qu'à force de rester attentif ou bien persévérant dans ce domaine de médecine, on devait développer beaucoup de médecins capables de nous libérer de beaucoup de maux, même les plus incurables. Parce qu'il y a beaucoup de maladies que nous avons, mais par ignorance, nous laissons aujourd'hui. Mais grâce à ce que nous faisons, je pense que bien des gens comprendront l'essentiel de la connaissance. Et en parlant effectivement de maladies, celle qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de ce programme, c'est l'hydrocèle, une maladie une fois de plus particulière car elle concerne la jambe masculine. Oui, déjà l'hydrocèle, vous savez, l'hydrocèle c'est quoi? C'est l'effet d'avoir de l'eau remplie dans la bourse, au niveau, ça veut dire que les testicules sont dans l'eau. Et ce sont des choses que beaucoup de gens, comme je disais tantôt, les enfants ont ça, on ne constate pas. Je peux aussi dire seulement la grande chance qu'on a, c'est que certains enfants peuvent, au fur et à mesure qu'ils grandissent, cela puisse, par rapport à une bonne hygiène alimentaire, se réparer. Mais comme l'émission, c'est pour aider les gens à prendre conscience, c'est pour cette raison que régulièrement, je dis toujours, nous devions manger ce qui doit nous aider et non manger ce qui doit nous détruire. Et quand on suit ces conseils, j'espère que plus tard, bien des enfants que nous naîtrons auront le bénéfice de pouvoir vivre longtemps en bonne santé, parce que la génération de maintenant, c'est une génération un peu perdue, attachée dans l'alimentation chimique, attachée dans les comportements irresponsables. Beaucoup de facilité aussi. Beaucoup de facilité, donc ce qui fait que les drogues aussi et tout ce qu'ils font les amène à s'autodétruire. Donc j'espère qu'à travers ces émissions, petit à petit, certaines personnes vont bénéficier et pouvoir aider d'autres à en prendre conscience pour que notre avenir soit un avenir qui doit être utile et non un avenir désastreux.
Voilà. Et l'hydrocèle, docteur Pierre Messi, vous nous dites que c'est une maladie qui touche particulièrement les testicules et qu'elle peut aussi affecter des enfants, mais c'est une maladie aussi qui a des conséquences chez les adultes. Et l'une des conséquences les plus graves est bien sûr l'infertilité. Oui, déjà, il faut comprendre que qu'est-ce qui se passe même pour que cette histoire d'hydrocèle soit généralement commence par les enfants. Vous savez, les testicules se fabriquent dans le ventre. Après 9 mois, ces testicules descendent par un canal pour se retrouver dans la bourse. Bon, si alors, pendant que ces testicules descendent et que le canal est chargé d'acidité, les testicules peuvent descendre avec cette eau en question et se retrouver dans la bourse accompagnée de l'eau. Bon, en ce temps-là maintenant, la différence que vous allez constater, c'est que vous verrez que les testicules de votre enfant est beaucoup plus volumineux que la normale. Oui. Et c'est là où se suscite vraiment l'inquiétude. Donc, à partir de là maintenant, pour quelqu'un qui sait déjà que peut-être il y a quelque chose d'anormal, il sera obligé de commencer à suivre les médecins pour voir ce qui ne va pas, pourquoi les testicules de l'enfant sont plus gros. Parce que c'est quelque chose qui gêne. Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, dites-nous comment est-ce que on arrive à l'âge adulte avec une telle maladie? Non, pour les adultes, c'est autre chose. Parce qu'il y a les maladies, donc les infections sexuellement transmissibles, qui peuvent aussi être mal soignées, quoi, qui peuvent être aussi les conséquences de la production de l'eau dans les testicules. Il y a les chocs, ça veut dire que vous pouvez, supposons que vous tombez brusquement et vous frappez vos testicules, peut-être, je ne sais pas, sur un tronc d'arbre, sur quelque chose, je veux dire, le choc aussi peut vous amener à vous retrouver dans ce genre de situation. Et parce que, qu'est-ce qui se passe? Les testicules qui ont pris un choc, les douleurs, il y a des douleurs. Vous verrez même que généralement, on dit toujours à chaque personne, si vous avez un choc au niveau des testicules, la première chose à faire, c'est de forcer et uriner. Malgré la présence de la douleur, forcez vous uriner parce que dès que vous urinez, vous libérez, je peux dire, les conséquences du choc qui vont entraîner une chaleur dans la zone et favoriser la sécrétion d'eau. Le testicule est ferme, mais pas dur. Donc, quand il a un choc, il faut déjà comprendre que le premier signe à faire, c'est d'uriner. Ce n'est pas de créer seulement de forcer et sortir même un peu d'urine pour pouvoir libérer le système. Ça, c'est pour cette raison que les grandes personnes, quand ça leur arrive d'avoir des problèmes au niveau des testicules, ça peut entraîner beaucoup de conséquences. Et quand on parle d'une IST mal soignée, vous comprendrez que les conséquences de la présence, soit des bactéries, soit des virus, on ne sait pas, ça peut entraîner beaucoup de choses derrière ce mal lié aux testicules. Alors, on comprend donc à la suite de vos explications, Dr Pierre Messi, que l'hydrocèle peut avoir plusieurs causes alors. Oui, mais bien sûr. Plusieurs facteurs en tout cas. Oui, oui, bien sûr. Et que les cas, effectivement, est-ce qu'effectivement, les causes peuvent aussi être en rapport avec la gravité de la maladie? Puisque vous avez parlé des chocs, vous avez parlé aussi des enfants qui naissent avec cela à cause de certains dysfonctionnements pendant leur formation dans le ventre. Vous êtes venu également sur les cas où cela est dû à des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Alors, est-ce que ces différentes causes peuvent aussi avoir un rapport avec la gravité de la maladie? Bien sûr, puisque, vous savez, considérons qu'une maladie, au début, peut être moindre. Et à cause de certains maux qui arrivent, comme par exemple les chocs, comme les maladies sexuellement transmissibles,
ça peut développer beaucoup de choses. Vous savez même que quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, je peux vous dire déjà que la présence du chlamydia, par exemple, dans notre corps, agit pour la destruction des spermatozoïdes. Donc, quand les testicules fabriquent, le chlamydia détruit cela. Et c'est pour cette raison que je pense qu'avec rien que les manifestations du chlamydia, parlons même de la syphilis aussi, vous voyez que ça produit des boutons, ça fait la présence de tous ces maux qui viennent trouver déjà les testicules en situation, ça peut s'aggraver et créer encore plus de problèmes. C'est pour cette raison qu'on peut même se retrouver à l'infertilité totale. Vous savez que quand on explique scientifiquement, même on dit même que l'hydrocèle n'est pas une maladie qui peut rendre stérile ou infertile. Ah bon? Mais Pourquoi? il faut déjà comprendre que c'est une explication que moi-même je dis régulièrement que si les testicules sont là pour fabriquer les spermatozoïdes et que les testicules ne sont pas en fonction, ça ne fait rien, c'est noyé dans de l'eau, ça ne fait rien. Comment est-ce que les testicules de quelqu'un qui souffre de l'hydrocèle peut commencer à fabriquer les spermatozoïdes? Parce que généralement, il faut savoir que pour une bonne santé de reproduction, les testicules font un travail vraiment qui produit plus de 1500 spermatozoïdes. Je pense même que ce n'est pas eux. Donc, ce qui fait que quand le testicule est noyé dans du liquide, comment est-ce que cela puisse fabriquer des spermatozoïdes? Donc, il serait vraiment très important que chaque personne qui a un malaise pareil cherche rapidement la solution pour pouvoir vivre décemment. Et dites-nous, docteur Pierre Nemesi, ce liquide qu'on retrouve donc dans les testicules, est-ce que lorsqu'on le retire, est-ce que cela n'a pas de conséquences effectivement sur cet organe de l'appareil génital masculin? On le retire. Bon, il y a deux façons de soigner cette maladie-là. Bon, en médecine conventionnelle, c'est une opération. Une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale. En médecine traditionnelle, on consomme des remèdes qui font sécher cette eau-là aussitôt. Parce que quelqu'un qui a peut-être un problème d'hydrocèle peut prendre un traitement maximum 1 mois. Tout le liquide disparaît. Donc, c'est un peu la différence. C'est qu'au niveau de la médecine conventionnelle, vous verrez même que c'est quelque chose. C'est un liquide qui se voit à l'œil et on voit exactement, je veux dire, la cause des problèmes de gonflement des testicules que vous avez à travers cette eau qui sort après opération. Merci, docteur Pierre Nemesi, pour ces premières explications. On va en savoir plus sur cette maladie. Le temps pour nous donc de suivre cette vidéo que nous propose la réalisation et on revient sur ce plateau, on vous retrouve pour plus d'explications. L'hydrocèle se développe le plus souvent chez les hommes jeunes. Elle donne alors une forme anormale et impressionnante aux testicules. Ce n'est pas une pathologie douloureuse en général. Les patients viennent parce qu'ils sont gênés par le volume de l'hydrocèle. Pour réduire ce volume, le chirurgien va vider le liquide contenu dans la vaginale, la poche qui entoure le testicule. On va inciser les différentes enveloppes du testicule en faisant une incision qui s'appelle une scrototomie dans le sens des plis de la peau du scrotum. Ces incisions vont permettre de libérer le testicule de son enveloppe de chair, la bourse. On va extérioriser le testicule et cette enveloppe et on va essayer de disséquer au maximum. Tu vas prendre une pince. Donc on va peler cette enveloppe et la séparer des autres éléments. Cette surface opaque et blanchâtre, c'est la vaginale. C'est cette enveloppe qui doit être percée pour libérer le liquide produit en quantité anormale. Donc là, on va ouvrir cette enveloppe et aspirer son contenu. L'aspiration a permis de retirer 200 ml de ce liquide. Le chirurgien incise ensuite la vaginale pour accéder au testicule. Il le sort complètement pour vérifier son aspect et s'assurer qu'il n'y a pas de tumeur testiculaire. Donc cette enveloppe testiculaire, on va tout simplement la couper afin de réduire sa taille. On vérifie bien sûr qu'on n'endommage aucun élément qui vient du testicule, c'est-à-dire des vaisseaux ou bien les canaux qui transportent les spermatozoïdes.
Le chirurgien referme alors la vaginale avec une suture pour éviter tout saignement abondant. Il replace le testicule dans la bourse et referme en quelques points. Le patient ne gardera aucune séquelle de cet hydrocèle. Donc il va pouvoir sortir dès demain matin. Il pourra reprendre une activité normale de travail dans les jours qui viennent et pouvoir reprendre une activité sexuelle très rapidement également, dès qu'il n'aura pas de douleur particulière. Bon retour sur ce plateau. Merci de nous rejoindre, fidèles téléspectateurs. En parlant de l'hydrocèle, après avoir visionné avec nous cette vidéo, docteur Pierre Noumessi, vous avez parlé d'ailleurs des traitements du côté de la médecine conventionnelle et qu'une opération chirurgicale est carrément inévitable. Et on a vu effectivement l'exemple avec ce testicule qui a été vidé complètement de ce liquide. Alors dites-nous déjà, lorsqu'il est vidé de ce liquide, est-ce que effectivement, que ce soit par opération ou par les méthodes de la médecine traditionnelle, est-ce que ces testicules peuvent encore fonctionner normalement et jouer leur fonction dans la production des spermatozoïdes? Déjà, il faut comprendre que ce testicule dont on dans la bourse n'est pas accroché à quelque chose, puisque les testicules sont quittés du ventre, passés par un canal pour se retrouver dans la bourse, les deux testicules. C'est même pour ça que parfois certains enfants naissent, on attend les testicules pendant longtemps. Les testicules ne descendent pas. C'est toujours des choses que nous rencontrons régulièrement. On est obligé de donner des remèdes pour améliorer le passage de ce canal qui amèneront les testicules dans la bourse. Donc, il faut comprendre déjà que l'effet qu'ils remettent les testicules dans la bourse après opération, ça permet à ces testicules maintenant de travailler, puisque naturellement, les hormones de testostérone et tout ça, si la personne peut déjà bénéficier du manque d'eau au niveau des testicules et que ça commence à travailler pour pouvoir fabriquer les hormones, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si c'était que les testicules étaient accrochés sur quelque chose, et comme vous voyez, on coupe à gauche, à droite, là, ça devrait créer un handicap. Mais on le remet parce que son rôle, s'il se trouve déjà bien oxygéné, parce que le problème maintenant, c'est l'oxygénation. Parce que dans le canal par lequel passe le testicule pour aller se retrouver dans la bourse, doit être oxygéné. Il faut que le sang passe aussi pour permettre à cet organe, au testicule, de pouvoir fabriquer des hormones afin que les spermatozoïdes puissent aussi maintenant commencer à se faire de manière normale. Donc il n'y a pas un souci si on remet dans la bourse. Il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de la médecine traditionnelle, ça veut dire qu'il y a certaines concoctions que vous donnez aux patients qui en souffrent. Et lorsque vous parlez de sécher l'eau, expliquez-nous un peu dans les termes plus clairs, comment est-ce que ce processus se passe? Vous voyez, Dieu nous a donné une très grande variété de plantes. Et chaque plante a ses vertus. Et avec des recherches, on peut découvrir des plantes qui agissent naturellement sur chaque maladie. C'est pour ça qu'à travers les plantes, on peut faire fondre les fibrons, on peut faire fondre les kystes, on peut faire sécher l'eau, ce que nous appelons même parfois les odèmes, dans notre corps. On peut aussi l'utiliser pour d'autres cas, comme les problèmes d'hydrocèle et même les problèmes d'hydrosalpingite. L'hydrosalpingite, c'est toujours l'eau dans ça, c'est le problème des femmes. On parlera de cette émission prochainement. Oui, on espère bien. Oui, on parlera de ça prochainement parce que même les femmes ont ce problème. Comme on parle d'hydrocèle pour l'homme, on parle aussi d'hydrosalpingite pour la femme. Mais on développera ça plus tard. Donc l'avantage simplement qu'il faut comprendre, c'est que en médecine traditionnelle, pour celui qui connaît son travail, qui donne le remède lié au séchage de cette eau, l'eau
dans la bourse, ça prend du volume. Donc, vous savez, dès que les testicules prennent du volume et puis la bourse descend. Vous savez, c'est un poids, le poids de cette eau qui fait que quand si vous vous déshabillez, vous allez constater que la bourse est beaucoup plus descendue que la normale. Et quand ça descend comme ça, c'est déjà un problème. Même s'il n'y a pas de douleur, ça gêne. Vous sentez un encombrement au niveau de votre appareil reproducteur. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que pour d'autres, ça peut être accompagné même de douleurs. Parce que quand je parle de l'oxygène, tant qu'il n'y a pas d'oxygène sur un endroit, on peut aussi se retrouver avec des douleurs. Mais il faut aussi expliquer à tous ceux qui nous écoutent que quand on parle même de l'hernie inguinale, ça peut aussi se confondre parfois. Ah, de l'hernie? À l'hernie? Oui, ça peut aussi se confondre à l'hernie. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait pour savoir exactement de quoi il est question pour sortir le patient de la situation dont il est victime. Alors, cette eau, elle produit quand même, elle est source de douleur, docteur Pierre-Louis ici? Non, généralement, vous ne pouvez même pas ça. Ce sont des choses calmes, mais le gêne, c'est que quand vous marchez, ça peut, en fait, vous avez des problèmes de frottement sur les testicules. C'est même pour ça que ça peut générer des douleurs. Oui. Le grand problème de la présence de cette eau dans les testicules, c'est que pour moi, même comme quand d'autres personnes disent, bon, ça ne gêne pas pour la reproduction, mais je dis toujours, si un testicule en bonne santé peut produire autant de spermatozoïdes par jour, comment est-ce que si c'est encombré d'eau, on va faire un enfant avec les testicules qui ne travaillent pas? Donc c'est un peu ce que je pense que la méthode traditionnelle ou même conventionnelle, tant qu'il y a la solution, ça fait du bien. Mais on peut utiliser de temps en temps, je peux dire, dans l'alimentation, des éléments qui seront favorables toujours à permettre qu'au niveau de la thyroïde, les hormones se passent bien. Au niveau des testicules, le système aussi puisse naturellement bien fonctionner afin que certaines maladies ne s'installent pas. Et quand vous parlez effectivement, docteur Pierre-Louis ici, des testicules qui prennent du volume, est-ce qu'effectivement, à force de prendre du volume, si rien n'est fait, il peut arriver effectivement que ces bourses éclatent? Ça ne peut pas éclater. Ça ne peut pas éclater. Mais malheureusement, ça créera un handicap sérieux. Parce que la présence de cette eau. La présence de cette eau. Parce que quand le malade le veut ou pas, il finira toujours soit par se soigner, soit par se faire opérer. Parce que plus ça devient encombrant, plus ça devient une inquiétude. Et du côté esthétique même, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise face à votre compagne. Donc ça fait bizarre. Donc vous serez obligé soit de faire opérer, soit de vous soigner pour que les choses redeviennent normales. Dites-nous, comment est-ce que vous réussissez à diagnostiquer cette maladie chez un patient qui vient juste effectivement se plaindre des douleurs ou encore de l'apparence de cette testicule qui est trop volumineux? Non, déjà quand quelqu'un arrive chez moi, par exemple, il me dit j'ai des problèmes, des douleurs au niveau des testicules, il faut déjà que je m'assure, que je vois. Il faut que je vois si ça a pris du volume. Si ça n'a pas pris de volume et que c'est juste des douleurs au niveau des testicules, je peux lui donner maintenant des biotiques naturels pour pouvoir faire disparaître ces douleurs et aider les testicules qui sont en manque d'oxygène de se revivifier et puis tout s'arrange. Bon, maintenant, si je constate maintenant que au toucher, je sens le poids. Quand je sens le poids, je sais que c'est un problème d'hydrocèle. En ce temps-là, maintenant, et je lui donne le remède de l'hydrocèle accompagné des autres éléments qu'il faut. Et puis, le système, ça s'arrange et puis tout marche. Parce que le malade qui avait un testicule tellement, la bourse était tellement descendue,
bon, je peux lui conseiller maintenant de prendre quelque chose de serré pendant au moins 2 à 3 semaines pour que le système reste maintenant stabilisé et après tout ira bien. Okay. Voilà, et pour revenir aux enfants qui souffrent de l'hydrocèle, dites-nous comment est-ce que leur traitement, est-ce qu'ils ont des traitements particuliers? Des petits enfants, des nouveau-nés, est-ce qu'ils ont des traitements qui diffèrent par exemple des adultes aussi qui souffrent de la même maladie? Oui, non, c'est 2 traitements, c'est vraiment des traitements différents parce que pour un adulte, je condamnais déjà la présence des IST, des chocs et de tout ce qui pouvait occasionner cela. Mais les enfants, c'est un problème, je peux dire, typiquement naturel qu'il faut plutôt donner un remède, c'est même pas 2, un remède qu'il va consommer, même si c'est un nourrisson, on lui met quelques gouttes à la bouche de temps en temps. Mais généralement, les nourrissons ne sont même pas tellement concernés parce qu'on ne remarque pas très vite. Après 1 an, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent au monde, on attend la venue des testicules aussi, parce que la maman, quand elle lave son enfant, elle essaie tout de s'assurer si les testicules sont déjà descendus. Ce n'est pas les jeunes dames qui ne prennent pas attention, mais les mamans qui comprennent déjà l'importance de la santé et qui, par exemple, ont bénéficié des conseils de certaines mamans aussi à l'époque. En tout cas, je répète, ça veut dire que c'est un geste que vous conseillez aux mères. Oui, bien sûr, les mamans doivent absolument, quand elles ont des petits garçons, s'assurer si les testicules sont en place. Parfois, vous constaterez que certains enfants n'ont même pas de testicules dans la bourse et d'autres ont un seul. Ça veut dire que l'autre, le deuxième, n'a pas pu passer dans le canal jusqu'à arriver dans la bourse. En ce temps-là, il y a des remèdes pour faire descendre tout ça. Donc, l'avantage, c'est simplement que quand une maman prête attention et qu'elle constate une chose pareille, on peut facilement solutionner. Mais le pire est simplement que bon, la maman n'a pas constaté, l'enfant a grandi comme ça, à un certain âge, ça devient un peu compliqué. Il faut même absolument passer à cette opération dont on parlait tantôt. Parce que si maintenant, je peux dire, le canal par lequel devait passer les testicules a pris beaucoup de temps. Ça c'est devenu, je peux dire, un peu plus, ce n'est plus aussi souple comme quand c'était il y a peut-être 5 ans, 10 ans, mais ça devient un peu rigide. Et en ce temps-là, maintenant, il faut passer par une opération pour pouvoir faire descendre. Mais cependant, comme j'aime toujours dire, de mon côté, on a des possibilités, des plantes qui agissent très, très favorables sur ce domaine et qui peuvent aider toutes les personnes qui ont ce problème à retrouver leurs testicules dans leur bourse, les 2 testicules dans la bourse. Docteur Priminesi, une fois de plus, on va souffler un peu avec vous sur ce plateau pour suivre notre vidéo, toujours pour en savoir plus sur l'hydrocèle. Qu'est-ce qu'une hydrocèle testiculaire? Une hydrocèle testiculaire est une accumulation de liquide autour d'un ou des 2 testicules, une affection fréquente chez les hommes nouveau-nés qui disparaît généralement au bout de quelques mois. Les adultes peuvent également présenter un gonflement scrotal anormal avec une blessure directe, une infection grave ou une tumeur. Lorsqu'une hydrocèle testiculaire provoque une douleur ou ne s'améliore pas d'elle-même, le chirurgien peut drainer l'excès de liquide avec une aiguille ou exciser manuellement le sac membraneux contenant le liquide. La chirurgie est très efficace dans la plupart des cas et les patients ne rencontrent généralement pas de problèmes récurrents. Les testicules sont recouverts et protégés par une membrane appelée tunique vaginale. Pendant le développement embryonnaire, la membrane descend normalement avec les testicules et se remplit avec une petite quantité de liquide séreux pour le rembourrage et la lubrification. Si une anomalie congénitale ou une blessure prénatale inhibe la descente de la tunique vaginale, une accumulation de liquide peut entraîner le développement d'une hydrocèle testiculaire. Dans la plupart des cas, les hydrocèles congénitaux se résolvent au cours de la première année de vie au fur et à mesure du développement des testicules et de la tunique vaginale. Une hydrocèle testiculaire peut survenir à l'âge adulte si une infection ou une blessure endommage la tunique vaginale. Les traumatismes directs du scrotum, de la torsion des testicules, d'hernies et des tumeurs bénignes ou cancéreuses peuvent tout contribuer à l'accumulation de liquide séreux. La maladie elle-même est généralement indolore,
Mais un scrotum particulièrement enflé peut rendre difficile de s'asseoir ou de marcher confortablement. Les causes sous-jacentes, en particulier les traumatismes ou les infections, peuvent entraîner des symptômes supplémentaires de décoloration, de nausées et de fatigue. Des soins médicaux doivent être recherchés chaque fois que l'enflure scrotale excessive persiste pendant plus de quelques heures. Un médecin peut procéder à un examen physique et à une série de tests de diagnostic pour rechercher une cause sous-jacente. Les échantillons de sang peuvent confirmer une infection et les ultrasons peuvent indiquer des anomalies physiques telles que des tumeurs ou des hernies. Après confirmation du diagnostic, le médecin peut discuter de différentes options de traitement. Lorsque l'enflure et la douleur sont minimes et qu'il est impossible de déterminer une cause immédiate, le patient peut simplement être invité à planifier des bilans de santé et à attendre que le problème soit résolu. Les infections sont généralement traitées avec des antibiotiques ou des médicaments antiviraux, et les tumeurs peuvent nécessiter des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie. Lorsqu'une hydrocèle testiculaire persiste ou s'aggrave, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Un chirurgien peut adopter l'une des différentes approches pour soulager une hydrocèle testiculaire, en fonction de la cause et de la gravité des symptômes. Dans certains cas, le liquide peut être éliminé par aspiration à l'aiguille. Le drainage du fluide procure un soulagement immédiat, mais il est possible pour une hydrocèle de revenir dans le temps. Un chirurgien choisit généralement de retirer tout ou partie de la membrane de tunica vaginali afin de s'assurer que la maladie disparaît définitivement. Après l'opération, un patient peut s'attendre à un rétablissement complet au bout de quelques mois. Alors, docteur Pierre Onoumessi, cette vidéo a été conclue par une bonne nouvelle qu'on peut bien guérir de l'hydrocèle si l'on a suivi les traitements qu'il faut. Oui, c'est ça que les questions. Je viens de dire ça parce que quand on suit le traitement et que franchement le liquide disparaît complètement, il faut seulement se mettre à une bonne hygiène alimentaire pour que les hormones puissent mieux s'exprimer dans toutes les zones à problème afin que la santé soit mieux recouverte à cet endroit. Je vais poser une autre question que j'ai déjà eu à poser encore, dans le but de pouvoir vraiment en savoir plus. Docteur Pierre Onoumessi, le lien entre l'infertilité et l'hydrocèle. Alors, on peut considérer l'hydrocèle comme une maladie qui entraîne l'infertilité? Je peux répondre comment? Je peux vous dire simplement que tant que les testicules sont noyés dans du liquide, c'est très compliqué de fabriquer des spermatozoïdes de manière à ce que vous puissiez bénéficier soit de la procréation. Parce que l'essentiel, la chance même que tout le monde a, c'est qu'on peut guérir de cela et faire ses enfants. Parce qu'il y a d'autres que tant qu'on n'a pas trouvé la solution, on peut vivre aussi sans avoir d'enfants. Donc, quand je parle de l'infertilité, c'est juste comme un signal d'alarme que j'annonce aux gens, soignez-vous, faites des efforts. Quand vous avez des anomalies peut-être au niveau des testicules, faites des efforts de vous soigner. Et puis à partir de là, je pense que la reproduction sera meilleure pour vous aussi, parce qu'après tout, il ne faut pas vivre pour rien dans ce monde. Donc c'est possible que quelqu'un qui a cette hydrocèle et qui n'a jamais soigné vive toute une vie entière sans faire d'enfant. Et celui qui a trouvé la solution et qui s'est soigné fera bien ses enfants. Alors, docteur Pierre Onoumessi, est-ce que on peut avoir un lien aussi entre l'hydrocèle? Est-ce que l'hydrocèle peut donner lieu à une forme de cancer? Oui, mais bien sûr. Vous savez, le manque d'oxygène dans une zone de notre corps peut développer des ganglions, qu'on peut aussi appeler des tumeurs, et qui puissent se compliquer et devenir vraiment métastasés, et on appellera ça maintenant cancer. Parce qu'il y a cette possibilité de comprendre que le problème de manque d'oxygène sur une partie de notre corps crée des douleurs,
Forcément. Et les acidités et les toxines s'y installent et fabriquent les mauvaises cellules qui vivent en ce milieu. Pour comment ça ne doit pas devenir un cancer? Donc, c'est possible que, à partir de problèmes d'hydrocèle, le manque d'oxygène, si c'est cumulé aussi par un problème d'hernie inguinale, on peut se retrouver plus tard dans une situation de cancer très très facilement. Alors, la personne qui souffre d'hydrocèle, comme on l'a suivi dans cette vidéo, a souvent du mal à se déplacer. Et que dire du poids déjà de ces boules lorsqu'elles sont remplies d'eau? Alors, comment pouvez-vous estimer effectivement le poids de... Déjà, dans la première vidéo, constatez qu'on a retiré 200 millilitres Oui. après l'opération. Déjà, alors, si l'on laisse ça très longtemps, plus le liquide va continuer à s'installer. Parce que c'est pour ça qu'on, même tout dans la même vidéo, vous avez constaté qu'on dit bien, si on ne fait pas attention, ça va continuer, le liquide va continuer à envahir la zone. Donc, pour parler de poids, tout dépend du nombre d'années que vous souffrez. Mais seulement, j'ai dit tantôt que quand vous avez ce surpoids entre les cuisses, vraiment c'est très gênant. C'est gênant, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Parce que vous le vouliez ou pas, vous finirez toujours soit par vous faire opérer, soit par vous faire soigner. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Pour le poids, ça dépend. Si, supposons que vous avez, comme on parle de 200 millilitres, supposons que vous avez 500 millilitres, ça veut dire déjà que vous avez déjà des demi-kilos de liquide dans la bourse. Donc, ce qui fait que plus ça prend du volume, plus vous ne pouvez même pas marcher dans de bonnes conditions. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans de bonnes conditions parce que ça pend partout et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, heureusement que plus ça s'aggrave, plus vous serez seulement obligé de vous faire soigner en faisant le choix, soit en médecine traditionnelle, soit en médecine conventionnelle. Ah oui, alors, docteur Pinemessi, est-ce que les hommes ont la facilité à pouvoir parler de cette maladie, par exemple, aux praticiens comme vous, où il y a une certaine gêne qu'ils éprouvent? Il y a un monsieur qui arrive un jour chez moi, il est habillé, costume, cravate, bien sapé. Alors, il me dit, ça ne va pas du tout. Au moment même où il parle, il est en train de se déboutonner le pantalon. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, quand le pauvre a dégagé le pantalon, il a baissé le pantalon, moi, je n'ai pas compris comment un tel volume, je dis bien quelque chose de plus gros, comme un pamplemousse. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il m'explique, franchement, que ça avait commencé par un problème d'hydrocèle et ça s'est accompagné par l'hernie. J'ai dit, mais vous gardez ça depuis des années comment? Il est vrai, nous avons une très mauvaise habitude de dire faute de moyens. Faute de moyens, faute de moyens. Et bon, je comprends. Mais j'ai l'habitude aussi de dire que si quelqu'un a un souci de santé, les émissions que nous faisons parfois derrière certaines astuces peuvent aider beaucoup d'autres personnes. Et loin de ça, certaines personnes aussi, quand on les conseille de ne pas consommer les aliments chimiques, ils répondent que qu'on consomme ou pas, on va mourir. Mais ils oublient que quand ils entrent déjà en souffrance, c'est d'autres gens qui peut-être ont préservé leur santé, qui vont dépenser tout leur argent pour essayer de leur sauver, ceux qui ont laissé par négligence leur santé en pâtir. Donc moi, je sais que quand on parle d'un problème de santé au niveau sexuel, bien des gens ont honte.
Et les hommes, alors, les gens ont honte. Les hommes, je parle des hommes, certains ont honte de parler ou de montrer. Mais cependant, quand ça atteint un niveau, la honte disparaît, qu'on le veut ou pas. Sauf si vous voulez vraiment mourir, parce que quand ça va développer un cancer, vous allez faire comment? Vous serez maintenant couché dans un lit d'hôpital, tout le corps exposé. Donc parfois cette honte-là ne doit pas avoir place. Il faut simplement que quand quelqu'un a un souci, il essaye de voir comment trouver la solution. C'est ça la vie. Il n'y a pas à dire qu'on n'a pas... il n'y a pas à se laisser mourir parce qu'on a honte. La honte ne doit pas être nécessaire. Il faut tout, apprendre à tout parler et à voir. C'est à partir de là même que les recherches et la science évoluent. Alors, Voilà. dites-nous, ces aliments que vous conseillez aujourd'hui, dont vous conseillez la consommation pour pouvoir prévenir cette maladie, pouvez-vous nous en dire plus sur ces aliments? Quels sont ces aliments particulièrement? Déjà, il faut comprendre que quand je parle de manger sain, bio, c'est parce que je sais que naturellement, les gens, comment dire, ont pris une autre façon de cultiver qui n'est pas très bien. Ils ont été convaincus que c'est la bonne couleur de certaines, disons des tomates par exemple, la bonne couleur de tomate qui fait effet et qui fait du bien. Or, naturellement, toutes les plantes ou tous les fruits que nous devions consommer ne devaient pas avoir de la présence des produits chimiques. On devait apprendre à manger ce qui est naturel. Si une plante ne pousse pas et ne donne pas de bonne qualité de fruits, on peut utiliser, par exemple, il y a ce qu'on appelle la fleur jalousie, que beaucoup de gens connaissent, que ça pousse de manière sauvage, en fait, au bord même des routes. On a la cendre, on a les selles des poulets ou même des animaux qu'on peut utiliser pour fertiliser les plantes, afin qu'on puisse avoir quelque chose de bien à manger. Mais je condamne fermement la culture liée aux produits chimiques, parce que même le cultivateur qui fait cela se tue lui-même et tue toute sa famille sans le savoir. Parce que quand vous faites une tomate qui ne peut pas avoir autant de vitamines capables de vous protéger contre le cancer, et vous voyez que c'est les acidités que vous mangez, et ces acidités vont vous pousser tôt ou tard à vous retrouver malade, soit votre femme, soit vos enfants, et sans oublier que plus vous mettez vos tomates et autres au marché, vous détruisez les gens. Bon, vous voyez, donc il faut simplement comprendre que le retour aux sources, comme j'ai dit souvent, mangeons comme nos ancêtres mangeaient avant et évitons de croire qu'on va manger seulement de manière occidentale. L'homme de l'Occident n'a pas eu la chance d'avoir autant de terres fertiles comme nous en avons. Mais eux, ils font des efforts parce que de leur côté, ils disent qu'il vaut mieux manger bio, c'est encore eux qui nous conseillent. Et pourtant, nous avions tout ça. Voilà, et pourtant, c'est le contraire. C'est nous qui devons même les aider à pouvoir manger de manière naturelle. Alors, Dr Pierre Noumbessi, dans le processus de guérison du brucelle, sur le plan de la médecine africaine, quelles sont souvent les différentes étapes que le patient doit traverser avant de pouvoir être totalement guéri? Oui, déjà pour les adultes, par rapport au problème de brucelle, j'ai un produit que j'appelle toujours le purificateur sanguin, qui passe en premier pour permettre à l'oxygène de passer dans le système, peu importe où se trouve la maladie, et accompagné du remède de l'hydrocèle en question, qui va maintenant facilement sécher cette eau et permettre à la vie des testicules de reprendre. Parce que, comme vous savez que les testicules sont, ces deux testicules-là sont toujours en mouvement. Ça monte et ça descend. Donc, ça monte, ça descend. Bon, quand c'est coincé quelque part par la présence étrangère, on a beaucoup de soucis. Donc, il y a des remèdes spécialement pour les adultes et pour les enfants. Et qu'est-ce qu'on les conseille? Bref, on imagine que dans la question, effectivement, il y a déjà la réponse. Est-ce qu'on peut effectivement vivre longtemps avec cette maladie
l'hydrocèle dans l'organisme? Nous avons parlé des gens qui vivent avec la honte. Ceux-là peuvent vivre longtemps avec cela. Mais malheureusement, qu'ils aient honte ou pas, comme je disais tantôt, ils finiront toujours soit par en mourir, soit par se faire soigner. Donc on peut vivre longtemps avec cela. Parce que plus nous grandissons, plus aussi le corps devient ferme. Ce n'est pas aussi fragile. Même les os deviennent plus durs. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que je disais tantôt, il ne peut pas avoir éclatement. Parce que le système aussi est tellement renforcé. Donc l'essentiel, c'est seulement de se soigner et de se libérer. Et une fois qu'on a commencé à se soigner, est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez, par exemple, aux patients de faire pendant qu'ils sont en train de suivre les traitements? Mais j'ai toujours, tout ce que j'ai dit dans toutes nos émissions, c'est d'éviter vraiment scrupuleusement la consommation des aliments chimiques. Il faut éviter ça. Il faut comprendre déjà que quand on parle des fruits, on parle des fruits naturels. Quand on parle des aliments, on parle des aliments naturels. Tout ce qui est conservé est dangereux parce que c'est ça qui va surcharger notre organisme d'acidité. Et à partir de là, les acidités vont créer des problèmes au niveau de la circulation sanguine en occasionnant parfois des caillots qui feront déjà que le sang n'arrive plus à passer partout. Et c'est là. Lorsque le sang n'arrive pas à certains endroits, ces endroits sont privés d'oxygène et les problèmes commencent à naître à cet endroit. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'il faut manger des aliments qui doivent nous aider. Les tomates sont bien, les choux sont bien, les aubergines aussi, et sans oublier les betteraves et autres. Donc, quel lien y a-t-il entre l'hydrocèle et la hernie? Vous savez, la hernie, c'est autre chose. Parce que carrément autre chose qui n'a rien à voir avec l'hydrocèle. Avec l'hydrocèle, puisque la hernie, c'est comme une poche qui s'est percée et puis l'intestin traverse dans la zone. Vous voyez, or que l'hydrocèle, c'est différent. C'est un problème d'eau au niveau des testicules. Donc, quand je parlais de hernie aujourd'hui, c'était pour attirer l'attention des gens simplement que l'hernie n'est pas l'hydrocèle, mais cependant, il y a des gens qui souffrent des deux. Donc, quand on souffre des deux, à chaque moment que l'intestin va passer sur la partie qui s'est perforée, vous allez sentir des petits bruits, même se manifester un peu. Quand vous êtes assis, vous entendez des bruits se manifester. Il y a plein de choses qui se passent en ce temps-là. Et lorsque ça évolue, ça peut devenir dur et en ce temps-là, les douleurs s'intensifient et ça devient autre chose. Alors, on peut en retenir que la hernie n'a rien à voir carrément avec l'hydrocèle. Ce n'est pas une aggravation de l'hydrocèle qui donne... Non, ce n'est pas l'aggravation de l'hydrocèle qui provoque la hernie. La hernie, c'est plus qu'il y a plusieurs types d'hernie. Il y a plusieurs types d'hernie. Donc, ce n'est pas... C'est juste... toujours, comme je dis, il est vrai, pour l'histoire d'hernie, on dit toujours que quand vous savez peut-être faire des travaux très durs, les muscles peuvent connaître un souci et à partir de là, l'hernie s'installe. Bon, mais cependant, il faut comprendre que l'hernie qui s'installe, c'est l'hernie, ce n'est pas l'hydrocèle. Donc, et là, s'il faut soigner l'hernie, on soigne l'hernie. Et l'hydrocèle, on soigne l'hydrocèle. Alors déjà, à part l'alimentation, quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux personnes pour éviter effectivement de contracter cette maladie? Aux hommes en particulier. Il est vrai. Si on ne doit pas parler de l'alimentation, l'hydrocèle, ce n'est pas une maladie liée à la sédentarité. L'hydrocèle, c'est une maladie qui, naturellement, est liée particulièrement pour les adultes. Ça peut être lié au choc, ça peut être lié à une IST, ça peut être lié aussi à, comment dire, à certaines
certaines présentations, je veux dire, comme par exemple, si quelqu'un souffre de la présence d'une IST et que les bactéries s'installent dans la zone, ça peut nous amener à nous retrouver dans une complication. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est de bien manger, d'éviter les aliments chimiques et de protéger ainsi nos testicules afin que les testicules puissent fabriquer des bons hormones capables comment dire, de régénérer les testostérones par exemple et autres pour que notre santé soit bien. Donc le plus grand conseil que je donnerais par rapport à cela, c'est l'alimentation. L'alimentation, alors, reste selon vous le meilleur conseil? Vous avez d'ailleurs identifié certains aliments que vous conseillez aux hommes de consommer pour éviter de pouvoir contracter l'hydrocèle. Mais cependant, il y a des causes aussi qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Dr Pierre Numessi, vous avez parlé des chocs que l'on peut avoir avec... Oui, bien sûr. Là, j'ai parlé de choc, j'ai parlé des maladies sexuellement transmissibles. Mais lorsqu'il s'agit d'un choc, par exemple, est-ce qu'au moment où l'on a le choc et qu'on ressent des douleurs, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire effectivement pour éviter que cela n'aboutisse finalement, que le choc finalement n'aboutisse à une hydrocèle? Est-ce qu'il y a des massages ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose? La première des choses que je conseille, c'est d'uriner. Si vous urinez, vous laissez échapper plein de choses. Sans qu'on ait besoin d'uriner? Sans qu'on ait besoin. Alors, l'homme qui a reçu un choc au niveau des testicules, oui. peut-être pendant le travail, un accident de travail. Oui. Il faut qu'il cherche un endroit rapide. Si vous avez même constaté, même les footballeurs que vous voyez là, franchement, d'autres urinent au stade. Parce que s'il reçoit un choc au niveau du testicule et qu'il garde ça, il souffre de douleur. Du moment même où on l'amène derrière, si, avant qu'il n'arrive derrière, la douleur, parce que la douleur est très forte. Les douleurs au niveau des testicules sont des douleurs très fortes. La seule façon de se libérer, c'est de forcer. Parce que quand vous urinez déjà, ça libère même la chaleur et toutes les douleurs que vous sentiez, ça diminue même de moitié. Donc, toute personne qui a un choc au niveau des testicules, la première des choses à faire, c'est d'uriner. Le massage peut venir après. Non, les massages peuvent venir après. Vous pouvez utiliser même du menthol, ce qu'on appelle le mentholatum sans publicité. On pouvait utiliser ça pour masser doucement, doucement. Ça va chauffer pour un moment, mais après, vous allez être libéré. Vous ne pouvez pas, si vous avez uriné et massé, vous allez échapper à l'opération parce que pour certaines personnes, ça va se compliquer progressivement jusqu'à devenir un sérieux problème où il faudra absolument opérer. Mais une autre question, elle peut paraître ironique, mais je me dis qu'il y a certainement des téléspectateurs qui se posent aussi la même question. Est-ce que les personnes qui ont constamment des frottements peuvent développer après cette maladie? Les frottements, non. Vous savez, les frottements, c'est autre chose. Quand on a des frottements et que ça développe comment on appelle ça encore, des petites malaises qui chauffent tout autour des cuisses, cela explique simplement que l'aération dans cette zone n'est pas suffisante. Il n'y a pas de risque d'avoir une hydrocèle? Non, on n'a pas de risque. Puisque quand le problème de frottement, c'est juste pour ces éruptions-là arrivent seulement quand... pour un moment, après, ça part. Surtout pour les personnes obèses, qui sont les cuisses qui se touchent là. Ça peut créer simplement des problèmes d'irritation et tout ça. Donc, ça ne peut pas aller jusqu'à atteindre au niveau de l'hydrocèle. L'hydrocèle, c'est autre chose. Mais il faut reconnaître une chose. Quand chaque soir, s'il faut se laver le matin et le soir, c'est aussi une façon d'aider le système à rester, je peux dire, à une bonne température. Parce que la température, oui, la température permet, une bonne température en ce moment-là permet à notre organisme de mieux se reposer au moment du repos. Et puis, derrière ça, le bénéfice, c'est que les organes se sentent bien. Voilà. Et peut-être la dernière question, en tout cas avant de prendre congé de vous, Dr Pierre Numessi, pour le cas des enfants effectivement qui
qui naissent, comme vous avez dit, avec un testicule. Est-ce que cela, effectivement, peut être grave si ces méthodes ou encore ces pratiques que vous avez conseillées pour faire descendre le deuxième testicule ne sont pas faites? Vous savez, quand un enfant, comme j'ai dit tantôt, il y a ceux qui peuvent avoir un seul testicule et d'autres qui n'en ont même pas. Il faut que, et je conseille aux mamans de veiller à cela parce que c'est très important pour l'avenir des enfants. Donc, quand un enfant vient avec un seul testicule et que l'autre est bloqué, il y a des méthodes pour faire descendre le second. Parce que c'est le travail des deux qui font un bon travail. S'il y a un seul testicule qui fonctionne, c'est qu'il y a défaillance. Donc, à ce moment-là, il faut simplement prendre des produits pour que le deuxième testicule descende. Est-ce que c'est possible, effectivement, de vivre avec un seul? Oui, bien sûr, puisque ça ne produit pas de douleur. Vous n'avez pas... Il y a pas... En fait, vous ne ressentez rien. C'est peut-être au moment que vous allez vous marier, que vous allez commencer à avoir des inquiétudes. Vous pouvez tout faire avec cela sans douleur. En tout cas, c'est d'où donc l'importance pour les mères, les mamans, de veiller effectivement, d'être attentives sur l'appareil génital de leur garçon, se rassurer effectivement que tout est intact, tout est à sa place, afin que demain il ne soit pas trop tard. Exactement. Alors, Dr Pierre Messi, nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce programme. Finalement, quel est le dernier conseil que vous donnerez à tous ceux-là qui nous écoutent et qui ont découvert cette maladie qu'ils ne connaissaient pas? Oui, déjà, je conseille à chacun de ne pas désespérer et de savoir que si dans notre pays, par exemple le Cameroun, on a 2 médecines qui sont devenues des médecines officielles, il faut qu'on essaye seulement de s'unir la main dans la main pour aider le maximum de patients. Et deuxièmement, que les patients aussi qui choisissent de se soigner, que ce soit de manière naturelle ou traditionnelle, on les accorde aussi autant d'attention pour que chaque personne se retrouve bien dans sa peau. Parce que le monde n'est pas simplement un monde d'apprentissage, c'est aussi un monde où il faut retenir l'essentiel pour pouvoir vivre aussi à l'aise. Parce que l'essentiel, c'est ça qui nous donne la vie. L'essentiel, c'est les raisons pour lesquelles nous faisons ces émissions, parce qu'on sait qu'on doit ainsi aider le maximum de personnes dans le monde à pouvoir se souvenir que je ne connaissais pas telle chose, aujourd'hui je connais et puis après avec ça j'ai une santé parfaite. En tout cas, vous avez promis aussi à nos téléspectatrices que vous reviendrez aussi sur la version, si on peut le dire, féminine de cette maladie. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. La prochaine émission, nous parlerons de l'hydrosalpingite. Donc, qui concerne uniquement les femmes. C'est le problème des femmes. Il faut qu'on en parle de ça aussi pour que chaque femme puisse aussi comprendre l'avantage de protéger son appareil de reproduction avec tous les organes qui s'y trouvent. Parce que si on ne fait pas ça, ils vont pouvoir m'en vouloir que je ne parle que des hommes. Non, il faut bien qu'on essaye de leur donner une solution aux différents maux. Parce que beaucoup de femmes en souffrent aussi. Passent par-ci pour prendre des remèdes des trompes bouchées, passent par-là pour prendre des remèdes qui n'ont même pas de lien avec la maladie qu'elles ont. Et parfois, elles finissent sans faire des enfants parce qu'elles n'ont pas eu un bon diagnostic. Merci, Dr Pierre Messi. Merci pour les conseils. Merci aussi pour toutes les explications que vous avez données autour de cette maladie. On espère en tout cas que ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont écoutés, ont largement été édifiés. C'est avec beaucoup de regrets que nous allons prendre congé de vous, mais au plaisir bien sûr de vous retrouver très très prochainement. Merci. Et merci aussi à l'équipe technique mobilisée sur ce plateau qui a permis une bonne réalisation de ce programme d'Afrique Santé qui tire à sa fin. Au revoir.